Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette table ronde intitulée Données personnelles, RGPD et blockchain. Alors là, ça va être du très lourd, du très solide, donc vraiment soyez très attentifs, prenez bien des notes. Et donc là, je vais présenter les différents panélistes très succinctement. Donc on a Benjamin Alouche, donc ancien juriste en protection des données et en technologie pendant 7 ans, et actuellement copywriter et ghostwriter dans beaucoup de domaines, dont la crypto, le Web3 et également l'intelligence artificielle. On a ensuite Pascal Guénon, qui est avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit des innovations et des affaires, spécialiste également en toutes les questions blockchain et cryptoactifs. On a ensuite Véronique Rondeau-Abouli, 35 ans d'expérience en tant qu'avocate, surtout en DPO externe, mais également spécialisée dans les questions de RGPD, de blockchain, et aussi droit des plateformes et du numérique. Et de lui, c'est vrai, en plus on en a parlé hier, et d'intelligence artificielle, très important. Ensuite, on a bien sûr l'organisateur de cet événement, Sébastien Rémois Tal, président de Scriber et de l'agence Web2 Web3 Oxywiz, c'est le visionnaire de cet événement Web3 Innovation, et notre modérateur donc, de la table ronde, Benjamin Goldstein, qui est ambassadeur à French Tech Grand Paris, dans tout ce qui est Web3 et blockchain. Très bonne table ronde à vous, et Benjamin, c'est à toi. Merci beaucoup. Des applaudissements pour monsieur. Je vais prendre le micro en Alors, comme on l'a dit juste avant, l'idée c'est d'envisager le RGPD d'un point de vue données personnelles, facile, c'est normatif, et aussi d'un point de vue Web3. Comment est-ce que les deux s'articulent? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que c'est pas applicable? Combien ça coûte? Quel challenge les entreprises ont aujourd'hui en plus de ceux déjà existants. Et pour ça, on est accompagné dans ce panel. Donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion entre nous et d'envisager toutes ces questions petit à petit, de façon, on peut dire, en allant bon an mal an, depuis le départ. C'est-à-dire la question de la donnée personnelle. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que le RGPD l'entrevoit? Et surtout, son implication avec le Web3. Un petit mot sur le Web3 avant de pouvoir débuter. Moi, quelle légitimité vous allez dire ce que je sois devant vous. Tout simplement, je suis donc ambassadeur pour la French Tech depuis quelques mois. Je m'occupe donc d'évangéliser le contenu du Web3 pour les communautés à Paris, au Grand Paris. Et je suis aussi employé dans une société de services financiers qui s'appelle Gavency, qui a effectué une levée de fonds l'année dernière de 14 millions de dollars. Et dont l'objectif est de créer la banque privée du Web 3.0. Le Web 3, c'est, pour moi, et je pense pour vous aussi, vous allez dire si vous êtes d'accord avec cette proposition, ce postulat, c'est traiter la donnée d'une manière différente, en réinventant le business model et en payant les personnes qui vont donner leurs données pour l'utilisation d'un service en contrepartie. Donc, comment est-ce que on qualifie cette donnée? Comment elle est utilisée dans Web3 selon vous? Et quelles sont les implications déjà? Peut-être commencer? Ou vous, je ne sais pas, qui vous voulez. Allez-y. Bonjour à tous, ça marche? Oui. Et bienvenue, merci d'être là. Merci à Pascal, et Sébastien surtout de nous avoir accueillis. Vu pour commencer par la base, la donnée personnelle dans le RGPD, donc l'article 4, ça va être une information que vous avez identifiée directement ou indirectement. Donc directement, ce sera vos noms et vos prénoms, par exemple. Indirectement, ça va être une date de naissance qu'il faudra rattacher à une autre information. Et pour faire tout de suite le lien, avec un débat qui peut déjà débuter, l'adresse publique d'une blockchain, votre adresse de groupe, de Wallet peut être aussi une donnée personnelle. Vous m'entendez? Moi, je fais ça. Oui, alors, j'en fais compléter. Si vous voulez, justement, le Web3, à mon avis, fait évoluer la notion de données à caractère personnel. Parce que longtemps, on
considère que la donnée à caractère personnel, c'est effectivement l'information qui identifie directement la personne concernée par un traitement, précise. Bon, alors, comme vous l'avez dit, la personne qui est identifiée directement, c'est le nom, le prénom, un numéro de sécurité sociale, etc., mais aussi indirectement. Et les technologies du Web3, c'est justement, du Web3, c'est justement par nature le chantier de la donnée à caractère personnel qui se révèle de manière indirecte. Et ce que je voulais vous dire, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on est quand vous avez un projet qui s'intègre dans Web3 par le développement d'une application logicielle, d'un smart contract quasiment, il y a, vous devez avoir à l'idée la définition de la donnée par l'article 4, mais aussi bien savoir ce que c'est qu'un traitement. Parce qu'un traitement de données se définit aussi par le traitement des ensembles de données. Et vous avez aussi un alinéa dans l'article 4 qui est l'alinéa 8 qui révèle toute sa quintessence en Web3. C'est la notion que je vais vous lire de fichier. C'est-à-dire, un fichier, c'est tout ensemble structuré de données à caractère personnel, accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de différentes manières. Donc, je veux dire que la notion de données à caractère personnel, elle peut se révéler à partir de, si vous voulez, quelque chose où vous n'auriez pas pensé que vous avez affaire à de la donnée à caractère personnel, et qui, par des différentes inférences de traitement, peut révéler quelque chose sur une personne. C'est ça, je crois, le grand changement qu'apporte le Web3. Et puis, je dirais tout à l'heure, quand vous avez parlé que c'était sur la monétisation, j'ai une vision un petit peu différente, mais je laisse bien là-dessus. Alors, pour ma part, je suis de ceux qui ont souscrit à la thèse de Satoshi Nakamoto, qui consiste à garder privé ce qui est de la sphère privée. Donc, effectivement, pour ma part, quand j'ai commencé dans le Web3, c'était pas Web3, mais dans tout l'écosystème blockchain et crypto, j'étais particulièrement fascinée de la façon dont on pouvait avoir toutes ces transactions qui étaient rendues anonymes par une série de codes encore aujourd'hui, je peux comprendre. Mais l'idée de garder privé effectivement ce qui relève de la sphère privée, j'ai trouvé ça fascinant. Et puis est arrivé le RGPD qui avait vocation quand même à codifier une législation nationale et européenne en vue de protéger le consommateur, parce qu'en réalité, l'esprit du législateur, qu'il soit européen ou national, c'était de protéger le consommateur vis-à-vis des GAFA, qui utilisent la donnée personnelle pour s'enrichir sans forcément que le consommateur en soit informé. Et on se retrouve, à mon sens, avec un système juridique qui n'a pas été pensé, après on débattra, pour le cas de la blockchain, effectivement, le respect de la vie privée en est un de ses piliers. Voilà. Alors, bonjour. Moi, j'ai une vision un peu différente. Je suis pas avocat, ni fiscaliste, ni juriste. Donc, je corrige, je suis plus président de Scriba. Je suis responsable country manager France de Context qui a racheté Scriba il y a un an. Donc voilà. Pour pas faire d'égo, c'est pas les. Voilà, les super boîtes. Concernant les données personnelles, j'ai une vision plus sur le côté technique, parce que ce que je vois avec le Web3, c'est que ça a tout changé quand on conçoit. Nous, on a une agence aussi, j'ai plusieurs boîtes. J'ai une agence où on est consulté, par exemple, pour créer des marketplaces. C'est notre cœur de métier. On a de plus en plus de briques Web3 qui nous sont demandées. Avant, on avait une manière de travailler sur les cahiers des charges de nos clients au niveau du stockage des informations, au niveau de leur accès, de leur suppression. Là, avec le Web3, ce qui se passe, c'est qu'on doit penser bien plus en amont avec le client, la gestion de la donnée, parce qu'une fois qu'elle sera écrite et gravée, en gros, dans la blockchain, on ne pourra pas l'enlever, la supprimer, ça ne sera plus possible. Donc, on travaille, on a revu nos méthodes de travail, on a dû se former il y a plusieurs années parce qu'il n'y avait pas vraiment de cadre réglementaire pour définir un petit peu qu'est-ce qu'était justement une donnée personnelle au niveau du
Web3, est-ce qu'un wallet c'est une donnée personnelle ou pas? Il y aurait un bon débat là-dessus et je pense qu'on pourra l'animer ce que je discuterai avec mes conférenciers. Mais en gros, au niveau déjà du stockage, il y a des grosses questions techniques qui engendrent des questions aussi juridiques. Au niveau de la manipulation de ces données, le partage, où elles se trouvent, moi c'est plutôt ça qui va m'intéresser sur le côté RGPD et comment essayer d'apporter des solutions où on met un cadre. Nous, ça fait plusieurs années qu'avant qu'on commence à parler de cadre, on commençait à poser un cadre parce qu'on doutait bien qu'une fois qu'on a un nom dans la blockchain, c'est gravé, on ne pourra pas l'enlever. Donc, sans attendre les lois, ça nous paraissait évident qu'on ait déjà le pensé. Mais par contre, il y a des questions autour du wallet qui sont vraiment des très bonnes questions sur notamment l'identité numérique avec le wallet. Les wallets, on va dire, privés, privés que vous emmènerez avec vous, qui concernent des données tout au long de votre utilisation du web. Est-ce que ces wallets-là sont soumis à ce cadre-là? Comment on va pouvoir les manipuler? Qui pourra y accéder? Il y a vraiment des questions importantes et c'est la première fois moi ça fait plus de 10 ans que je fais du digital, c'est la première fois que je vois autant d'impact entre le juridique et le technique dans les projets. C'est-à-dire que limite, c'est pour ça que je suis très content via cet event de découvrir des nouveaux avocats, parce que je pense qu'au niveau des avocats, on va devenir des très bons partenaires avec les agences de développement, parce qu'on va devoir faire auditer nos codes, nos smart contracts, faire auditer même nos process qu'on soumet peut-être à nos clients pour éviter des futurs litiges, parce que étant développeur, le code qu'on va livrer à nos clients, on est responsable finalement en termes de conseil de ce qu'on leur a développé. C'est pas mon client qui va m'expliquer comment on développe. C'est moi qui lui explique, donc c'est à moi de lui apporter une solution qui respecte le cadre légal. N'étant pas avocat ou juriste, ça veut dire que je dois me rapprocher d'experts qui vont auditer mon code. J'avais une discussion il y a quelques jours avec une avocate où on évoquait ça, justement, ces audits vont devenir pour moi de plus en plus importants dans notre conception et quasi systématique. Justement, Et si vous me permettez, je voulais rajouter quelque chose. Parce qu'on commence doucement, puis après, c'est les uns les autres qu'on se complète. Ce que je voudrais que vous compreniez, notamment pour les industries du Web3, c'est que quand on parle du RGPD, le RGPD, c'est pas seulement dire est-ce que j'ai le droit de traiter de la donnée à caractère personnel, etc. Le RGPD est venu, en quelque sorte, redéfinir quelque chose qui existait avant, parce que ce que les gens pensent, c'est que le RGPD, ça a poussé comme un champignon de la pique au nuit du 25 mai 2018, et avant, il n'y avait rien. Avant, il y avait quand même la loi informatique et liberté. Je peux juste dire qu'on a vraiment été, en France, leader, et si le RGPD existe aujourd'hui au niveau européen, c'est parce qu'il y a eu d'abord la loi informatique et liberté, et que 2 ans après la loi informatique et liberté, au niveau de l'Europe, il y a eu la signature d'un texte très important qui s'appelle la Convention 108. Et quand vous regardez une sanction de la CNIL, vous verrez que toujours la CNIL part en disant, par rapport au problème examiné, vu l'article temps du RGPD, interprété et lu à la lumière de la Convention de l'article 108, la directive e-privacy, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Donc, je veux dire, parler de RGPD, si vous voulez, ça veut dire que ça vous rappelle qu'il faut s'occuper des données, mais il n'y a pas que le RGPD. Et 2 ans après, donc, la loi informatique et liberté, le premier texte européen avant la directive de 95, qui était l'ancêtre du RGPD, est venu, alors parce que la Convention 108, si vous voulez, elle intègre c'est un traité international, et elle intègre des pays qui ne sont pas forcément que des pays européens, mais d'autres pays qui ne font pas partie de l'Europe. Et la Convention 108, qui était très important, c'était de s'occuper déjà, à l'époque, en 80, parce que de garantir le droit des personnes contre les traitements automatisés. À un moment donné, où on était encore dans les débuts des prises de décision automatisées, etc. Et ce que disait la Convention 108, c'était que chaque État signataire de la Convention devait prendre en interne, des textes pour garantir une protection des droits par rapport aux prises de décision automatisées. Et dans le RGPD, il y a un article qui concerne tout à fait le Web3 qui est très mal connu, pas toujours facile à comprendre, et sur lequel les gens communiquent peu, c'est l'article 22, j'aurai l'occasion d'y revenir, qui
parle notamment du profilage et des prises de décision automatisées. Et donc, quand vous êtes sur le Web3, ça veut dire que vous développez des applications, logicielles pour prendre des décisions automatisées à partir de traitements de données dont les flux peuvent être mixtes, c'est-à-dire des fois pas forcément à caractère personnel, mais qui peuvent le devenir. Et donc, c'est par rapport à ce prisme-là que vous devez vous intéresser à respecter le RGPD, peut-être par rapport au traitement, mais par rapport à quelque chose qui n'est pas toujours évident pour vous, acteurs du Web3, qui est comment je garantis la vie privée, la privacy. Et la vie privée, c'est encore quelque chose qui est différent, si vous voulez, du RGPD. La vie privée, comme je dis toujours, ça n'est pas que révéler que monsieur untel que j'ai vu à midi déjeuner dans un restaurant avec quelqu'un qui n'était pas son épouse légitime. Bien sûr que c'est une atteinte à la vie privée, un peu grossière, mais depuis, non mais je veux dire, on a beaucoup affiné le concept, et la notion de vie privée a été définie par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est aussi quelque chose, si vous voulez, qui est très au même titre que la CNIL, etc., qui complète la jurisprudence sur les données. L'atteinte, retenez bien ça, l'atteinte à la vie privée, c'est toute atteinte qui permet de révéler ou de porter atteinte à la réputation d'une personne dans, je veux dire, sa sphère sociale. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, quelqu'un avait eu la bonne ou la mauvaise idée, je ne sais pas, de se suicider, et il est allé se suicider dans la rue. Il a raté son suicide. Et sauf que ça avait été enregistré par des caméras de vidéosurveillance. Et donc, les caméras de vidéosurveillance, il y avait des médias qui s'étaient un peu goussés de ce suicide raté et qui avaient donc publié les images. Et donc, il avait porté atteinte, il avait, actionné le média en disant qu'il y avait une atteinte à sa vie privée. Alors, au début, le média a dit, ben non, puisque vous êtes allé dans la rue, donc vous avez accepté de vous montrer. Donc, finalement, il n'y a pas de... Mais si! Parce que l'atteinte à la vie privée, c'était que par rapport à un acte intime ou quelque chose qui avait affaire au droit de sa personnalité et à son image, eh bien, ça portait atteinte à, si vous voulez, la réputation informationnelle de la personne. Vous voyez ? Donc, c'est ça l'atteinte à la vie privée. Donc, quand vous développez une application Web3, vous devez toujours penser, est-ce que par rapport à la prise de décision, aux effets de l'utilisation de mon application, ça peut porter atteinte à la vie privée et accessoirement aux droits fondamentaux. C'est ça le réflexe qu'il faut avoir. Et c'est à partir de là que vous devez remonter puis à savoir qu'est-ce que c'est que va faire mon application, parce que la définition des traitements, je ne vais pas vous les lire, mais c'est un panégyrique absolument de toutes les situations. Et à partir de là, vous pouvez essayer par rapport au traitement de dire est-ce que ça utilise de la donnée personnelle directe ou indirecte. C'est important ce que je vous dis, parce qu'on l'explique pas toujours par ce prisme-là, et c'est vraiment important. Et bien sûr, ce qui est important avec les applications Web3, c'est, et ça fait partie de la vie privée, l'atteinte ou non à la sécurité des données, parce que c'est par ce prisme-là l'atteinte à la sécurité qu'il peut y avoir les plus grosses atteintes à la vie privée, c'est-à-dire à mes droits futurs, et je vous parlais tout à l'heure du profilage. Mais alors justement, on va mettre ça en rapport avec un contexte un peu plus large. Quand on parle de données privées, etc., on parle aussi de traitement automatisé. Il y a un domaine bien spécifique où le traitement automatisé est interdit, c'est le domaine de la compliance, puisqu'on doit avoir, il y a des contrôles aujourd'hui qui obligent les entreprises à avoir un être humain qui vérifie que les contrôles ont été bel et bien réussis. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que, à votre avis, ça a inspiré le RGPD, à quel point la vie privée entre aussi dans le domaine bancaire et comment est-ce que ça Bon, parce qu'en fait, il y a la théorie et la pratique. Alors, effectivement, dans le monde de la théorie, il y a quelqu'un qui vérifie. Dans le monde de la pratique, ce sont des solutions basées sur l'intelligence artificielle qui va faire le process de beaucoup de données, parce qu'en fait, c'est une équipe de 5 personnes affairées à faire beaucoup d'autres choses que de traiter tous les utilisateurs qui viennent sur la plateforme quand la plateforme a du succès. Donc en fait, d'un point de vue pratique, l'humain se repose vraiment sur la machine, et en fait, c'est la machine qui va un peu flaguer
les utilisateurs qui semblent suspects, l'adresse qui semble suspecte, voilà, effectivement, et à partir de là, venir valider de façon manuelle si effectivement, voilà, excusez-moi, j'ai fait un raccourci, j'ai supposé que vous savez, on parle de plateformes d'échange centralisées, donc évidemment, pour la plupart, on est dans un cadre suffisamment centralisé. C'est pas possible de décentraliser la compliance. C'est impossible physiquement, dans le monde informatique, on peut pas. Ça va dépendre à quel moment, voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible. On peut pas mettre en place. Oui, c'est possible la première porte d'entrée. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il n'y a pas de compliance sur la DeFi et on peut pas le faire. Parce que justement, il y a un problème de cadre juridique. Sinon, alors, je peux me tromper, mais il y a un problème de cadre juridique. C'est pas possible au niveau légal, pas au niveau technique. C'est pas prévu au niveau légal. Avec plaisir. Je suis pas avocat. Non, mais je pense que j'ai répondu ça. Alors, moi, je suis pas pour être clair, si on parle de KYC, par exemple. Il y a toutes les KYC, il y a des solutions qui commencent à sortir d'acteurs français. On citait par exemple Coinhouse, qui travaille sur des solutions où tu pourras prochainement forcer un utilisateur à identifier son wallet. Donc, l'équivalent de ce qui se faisait par exemple sur les marketplaces ou autres en web normal, enfin web 2, où on était tous obligés de s'enregistrer. Par exemple, nous, Scriber, chaque utilisateur doit monter patte blanche, qui il est, toute une série de contrôles parce qu'on est responsable au niveau de la loi de qui on fait travailler, qui on rémunère, voilà. Ça va être centralisé, du coup. Centralisé, mais du coup, je pense que, ouais, mais je pense que sur les plateformes décentralisées, à terme, il y aura forcément des contrôles qui vont se mettre en place via des solutions externalisées, techniques, où on te mettra, tu pourras connecter ton wallet, mais il y aura forcément un moment où si tu veux rentrer dans la norme réglementaire, tu devras forcément mettre une solution en place, tampon, pour OK, tu as mis ton wallet, mais quitter derrière. Et ça, il y a des solutions qui commencent à arriver. Direct avec une question qu'on posait tout à l'heure, c'est quelle est la donnée personnelle qui est associée au wallet et jusqu'à quand est-ce qu'on peut l'utiliser pour justifier dans notre wallet. Alors, si on a fait le KYC sur un wallet, on arrive avec l'adresse IP à recoller le fait que c'est bien cette personne à cette adresse-là. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette information pour uniformiser quelque part? Si je peux me permettre, sur le précédent sujet, en fait, RGPD, en fait, on se concentre vraiment sur la perspective du consommateur avant de parler comment les entreprises en B2B s'échangent la data aussi et ce qu'on met dans les contrats pour le permettre ou l'interdire, ça dépend. Il faut quand même voir qu'il y a une tendance aussi du consommateur à fuir les plateformes d'échange centralisées. Alors, il y a aussi un message qui est envoyé par la pratique, c'est de dire, moi j'ai quand même envie d'être tranquille quand je fais une transaction, je suis pas un terroriste, je lance rien du tout de la sorte, et qu'on m'embête parce que j'ai mis 2000, 5000, 10 000, peu importe, à devoir justifier de où bien mon centime alors que je suis un bon citoyen, je vais juste aider et m'amuser sur le dernier produit ou le dernier NFT qui vient. Donc il y a le législateur qui pense que le consommateur doit être protégé, parce que c'est vrai, dans la catégorie consommateur, il y a quand même le néophyte et l'ignorant et parfois l'idiot, en fait, qui se fait, qui est imprudent. Mais de l'autre côté, dans cet écosystème, il y a quand même énormément de personnes qui sont formées sur le tas, et qui font le choix de quitter ces plateformes qui imposent une protection, une réglementation accrue. Et sachant qu'en plus, en back-office, pour les avoir côtoyés, que ce soit une plateforme d'échange centralisée ou n'importe quel prestataire, on reste à l'échelle humaine où le temps d'aller chercher, de faire vous faites la requête parce que vous avez un problème, le temps qu'il y ait quelqu'un qui vous réponde, peut-être à l'autre bout du monde, qui ne comprend pas vraiment de quoi vous parlez, et que ça soit solutionné dans la pratique, on a quand même une vraie difficulté. Et il suffit de changer de juridiction, et puis RGPD, D'ailleurs, voilà, c'est un problème résolu. Éviter. D'ailleurs, une question aux avocats, là, pour le coup. C'est bien beau en France de parler de mettre ça en place, mais la plupart des arnaques, nous on le voit au niveau de notre agence, on a des gens qui confondent parce qu'on fait du développement blockchain, ils ne maîtrisent pas du tout la blockchain, ils nous appellent pour se demander si on peut leur ramener leur argent dans leur wallet.
J'en ai, mais ça, je peux en citer peut-être 10 par jour, quoi. C'est phénoménal. Et systématiquement, la plateforme en question n'est jamais en France, quoi. C'est-à-dire qu'on peut imposer à des acteurs français de se mettre en conformité. Le problème, il n'est pas sur les acteurs français. L'applicabilité. Voilà. Et là, on a beau mettre en place des solutions, je pense que c'est plus les avocats à dire comment lutter contre ça. Plus. Et est-ce que justement, c'est pas un problème aussi, parce que cette question s'ajoute la question du coût et le coût d'entrée des nouveaux acteurs qui émergent. Est-ce que quelque part, les acteurs, ça joue pas le jeu des acteurs établis qui peuvent absorber les coûts et donc éviter l'émergence de nouveaux. Alors, il y a plusieurs questions dans les questions. La personne effectivement qui a été victime d'un scam ou d'une plateforme qui n'est pas en France, bon. Il y a plusieurs méthodes parce que c'est effectivement. Mais déjà, à partir du moment où il y a au moins une adresse URL internet qui pointe sur la France, vraiment avec un .fr ou un .com, donc le consommateur là, est protégé et ça vaut le coup, dans un premier temps, de saisir l'AMF ou la CPR, etc., qui peut faire quand même des mises en œuvre, parce que si on oblige ces gens-là à fermer leur plateforme en France, non mais ça peut les gêner quand même. Il y a des petites choses, on peut essayer, mais là je vous dis des choses, après c'est s'adapter au cas par cas. Mais alors, pour répondre, je vais essayer de revenir pour être clair. La CNIL considère que la blockchain en tant que telle n'est pas, dire on applique le RGPD à la blockchain comme ça, c'est pas possible. La blockchain, si vous voulez, c'est comme le réseau Internet. Le RGPD s'applique par rapport aux applications et notamment si vous voulez, aux blockchains de Bridge ou de Layer 2, ou etc., qui vont rendre des services qui permettent de faire fonctionner les smart contracts qui sont peut-être ancrés sur une blockchain publique, mais qui, là, pour le coup, eux, vraiment traitent de la donnée et éventuellement la stockent eux. Je ne sais pas si c'est clair, ça, dans votre esprit. Donc, bon. Par contre, il y a des éléments de la blockchain qui sont potentiellement révélateurs de données à caractère personnel. Un wallet, oui, est indirectement une donnée à caractère personnel, mais là aussi, c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis permise d'insister. Non, et j'ai dit indirectement, parce que chaque cas est indirectement, et chaque cas est contextuel. Je veux dire par là, quand par exemple, quelqu'un veut faire un airdrop, vous envoyez un NFT, etc., il l'envoie donc à un wallet, donc il sait bien qu'il l'envoie quand même. Non, pas forcément. Je peux vous envoyer l'adresse, et c'est pas la mienne. Oui, non mais d'accord, on est bien d'accord, mais je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours raisonner aussi par rapport au traitement, vous voyez, c'est-à-dire pourquoi on peut envoyer un airdrop à une adresse, parce que souvent les gens font une espèce de où on fait un scrapping d'adresses publiques, et puis à partir de ça, on fait un traitement et on va prendre le début et la fin, on fait des petits Roth-Merkel par les racines, et par là, on arrive à identifier des gens, envoyer des messages. C'est pour ça que je dis que c'est un traitement indirect. Alors après, c'est peut-être pas le vôtre, etc. Mais donc, et ça fait comprendre. Non, j'essaie de donner des explications. Alors, par contre, un jour, comme toute transaction à une traçabilité, on peut dire, mais attendez, moi, à un moment donné, même si c'est pas moi, j'ai reçu quelque chose, un message, comment vous avez pensé que ce wallet, vous pouviez m'adresser quelque chose. Et c'est là où on dit qu'il faut toujours raisonner par rapport au traitement, à la finalité et à la base juridique, parce qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a envoyé. Donc, comment vous avez eu, c'est-à-dire, est-ce que c'était pour... Donc, en amont, comment j'ai eu l'information? Parce que c'est comme ça qu'on se positionne par rapport au RGPD, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai bien eu une information sur vous, que j'ai collectée, soit de manière directe, soit de manière indirecte,
et j'ai collecté pour une finalité et par rapport à une base juridique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je voudrais vraiment essayer de vous faire avancer dans le raisonnement. Par rapport à ce que c'est effectivement par rapport à la personnalité, c'est pas vraiment le prénom et l'adresse. Or, aujourd'hui, ici, avec la machine, on peut aller juste sur un machine, prendre une adresse, envoyer de l'argent, ou on peut envoyer un message, et ce ne sera pas forcément. Moi, j'aurais visé personne, en fait, parce que je ne sais pas qui est derrière cette personne. Donc, est-ce qu'il y a tout le monde de la réalité, mais ça peut avoir sur nous, on est obligé d'enregistrer le l'adresse publique. Parce que là, si on enregistre le l'adresse publique, et effectivement, on peut l'avoir dans certains données, c'est ça que les entreprises peuvent se mettre en fait pour faire du marketing de publicité ou autre. Or, tant qu'il n'y a pas d'obligation légale d'enregistrer ces adresses publiques, effectivement, il y a accès, personne ne sait qui est derrière. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je vous confirmez ce que je dis, mais à un moment donné, si personne ne sait qui est derrière, mais qui quand même a collecté, même sur une exchange ou autre, cette adresse pour envoyer quelque chose, en général, les gens font pas ça au hasard, si vous voulez. C'est donc que derrière, il y a quand même bien un traitement d'une information qui potentiellement pourrait intéresser cette adresse publique-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, je pourrais tout l'intérêt de récupérer des données, c'est pour ça qu'il y a vraiment aujourd'hui. Aussi, parce que pas des enfants divers, on peut des enfants. Là-dessus, j'ai un cas. Je te coupe d'abord, juste après. J'ai un cas très concret avec ma boîte, on fait de la R&D aussi. Je vous prends un exemple, on a aspiré avec des bots, on a aspiré les blocs de tout ce qui s'est passé sur les blockchains. Voilà, donc on reparcourt techniquement pour ceux que ça parle, on parcourt le bloc 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à, c'est le lapin qui court, on court toujours après le biais parce que ça avance tout le temps, donc le bot tourne tout le temps. On aspire les datas, on regarde les transactions, on identifie les adresses, du coup. On ne sait pas qui sont derrière ces adresses, mais par contre, on voulait tester, voir est-ce qu'on était capable d'identifier, par exemple, qui sont les plus riches, les plus actifs. Qu'est-ce que tu achètes? On a identifié que tu achètes un Dogeru, donc peut-être tu aimes les chiens. Tu vois, voilà, des concepts comme ça. En fait, une fois que tu as identifié tout ça, finalement, tu stockes tout ça en modèle relationnel, là pour le coup, off-chain, plus dans la blockchain. Et ça te permet d'avoir un immense entrepôt de données qui est, enfin, c'est pour ça que j'ai la tête tout à l'heure, parce que je ne sais pas, moi, de mon point de vue, qui sont les personnes. Je veux bien comprendre qu'un wallet qui a été créé sur Coinhouse ou quelqu'un d'autre, ok, lui, il y a un KYC, donc c'est une donnée perso, parce que moi, même si je ne suis pas capable de l'identifier, d'autres peuvent le faire, mais il y a des moyens de créer un wallet en ligne de commande où tu as zéro demande, c'est pas lié à une IP, c'est pas lié à un formulaire que tu as rempli, et donc dans ce cas-là, pour moi, ma vision, c'est que ce wallet-là, mais que j'arrive pas à identifier parmi tous les autres, sont finalement pour moi des wallets non données personnelles. Parce que je suis pas capable de les lier, personne ne sera capable de les lier puisqu'ils ne sont pas à aucun moment liés à une plateforme centralisée ou à un formulaire qui a été rempli et compagnie. Sur cela, on peut ensuite dropper des communications commerciales pour des marques et ça intéresse beaucoup. C'est un domaine, nous on l'a fait en R&D, on l'a pas commercialisé, mais on s'est amusé à le faire. Et j'étais à Web3 Lille il y a quelques semaines, j'ai rencontré une personne qui a monté une startup là-dedans. J'ai rencontré encore quelqu'un il y a quelques jours à Lyon qui me parlait de faire ça aussi. Donc c'est clairement un nouveau média pour moi de communication qui va arriver. Vos wallets vont devenir des boîtes mail, quoi, bientôt, hein, clairement. Comment vous leur poussez la Ah ben tu fais un drop, hein, tout simplement, avec un instant FA, tu tout ça, et tu la cibles en fait, t'as tout en modèle de données, donc tu dis qui sont les plus riches, donne-moi les 10 000 adresses les plus riches, il te sort la liste, et après cette liste-là, tu fais un bot qui lit, quoi. J'ai rien qui me prévient, moi des fois. T'as rien qui me prévient, mais par contre, tu vois, il y a des. Là, j'ai commandé par exemple le Ledger Stacks pour voir, parce que Ledger Stacks, ce que je voulais dire, c'est qu'il affiche l'image. Est-ce qu'on choisira, ou est-ce qu'il y a un mode défilement de ton wallet? Ça peut être intéressant, parce qu'il y a un risque si tu, par exemple, s'il n'y a pas un contrôle des garde-fous qui disent je ne peux afficher que ce que j'ai envie d'afficher. Donc dans ce cas-là, on va se retrouver avec de la pub spam bien grossière qui va être poussée. Et ça, j'ai aucun doute qu'il y ait des boîtes qui travaillent dessus et qui sont déjà bien avancées. Si on prend juste, je rebondis parce que c'est hyper intéressant d'un point de vue processus, vous êtes client d'une société, vous avez l'application sur le téléphone, il vous envoie un NFT qui est lié à votre compte, on peut vous pusher une notification. C'est hyper simple. Oui, mais sur parce que du coup, il y a un MetaMask, pas sur un MetaMask. Mais sur n'importe quel type, parce qu'à partir du moment où vous avez renseigné l'adresse publique, on vous a envoyé quelque chose qu'on sait qu'on vous l'a envoyé, on peut pusher la notification en rapport avec votre compte. Mais juste, en général, quand tu as 100 000 euros par exemple sur un wallet, je te garantis, s'il y a un mouvement, tu regardes. Et voilà.
Si je peux me permettre, je crois qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent quand même, deux conceptions du Web3 et de la blockchain. Il y a ceux qui sont fervents défenseurs de la décentralisation. Voilà, vous avez compris. Et d'autres qui poussent pour des raisons d'ordre public. Moi, je l'accompagne aussi, parce que c'est aussi le rôle de l'auxiliaire de justice que je suis, d'accompagner aussi la mise en conformité des sociétés. Alors oui, c'est vrai que le wallet, on peut considérer comme une adresse mail, on dit qu'on utilise 10 minutes mail et puis on a une adresse mail qui dure 10 minutes pour le temps de la transaction. Et en fait, moi je pense qu'il y a vraiment d'un point de vue conceptuel une erreur. C'est pas parce qu'on... Et je pense que c'est parce que le législateur est allé vite en besogne pour réglementer pour diverses raisons. C'est pas, à mon sens, parce qu'on utilise un wallet, on est le propriétaire. Donc ça, en fait, quand on nous force à aller, pour des bonnes raisons, je ne suis pas contre ces raisons-là, mais dans le cadre de la centralisation, à décliner notre identité pour dire qu'en fait, je suis l'utilisateur et le propriétaire, ça veut dire qu'en tant que propriétaire et utilisateur, j'ai donc des responsabilités, mais dans l'écosystème complètement décentralisé, je ne suis que l'utilisateur et venez prouver que j'en suis bien le propriétaire. Je pourrais très bien utiliser son wallet pour X raisons. D'ailleurs, je l'ai vu dans les transactions pour des clients où il y a eu des confiances, voilà, tiens, ma clé, voici ma clé, va faire la transaction, mais c'est pas banal. En tout cas, dans ma pratique, donc effectivement, confondre utilisateur et propriétaire, je pense qu'il y a déjà une hérésie dès le départ, parce qu'effectivement, demain, je pourrais très bien oublier, parce que ça m'est arrivé d'ailleurs, j'ai oublié code d'accès à un wallet, parce que voilà, on m'a manipulé, j'en ai oublié un, et ben j'en suis pourtant propriétaire, mais je ne serai plus jamais l'utilisatrice de ce wallet parce que j'ai plus mon code. Donc, s'il se passe quoi que ce soit dessus, j'en serais même pas avisé. Si voilà, quelqu'un arrive avec une intelligence artificielle hyper déployée à aller craquer le code qu'il récupère, je ne le saurai jamais. Donc, on a vraiment un problème là entre utilisateur et payeur. Et donc, de l'autre côté, comme on ne peut pas avoir la preuve qu'on est bien le propriétaire, on impose à personne morale, PSAN, institutionnelle, l'obligation de procéder à cette vérification. Et je crois qu'on est vraiment dans cette dichotomie où le consommateur, l'utilisateur, va faire le choix de est-ce que je veux me soumettre à ce régime-là, sachant que j'ai la même chose de l'autre côté et que je peux m'auto-réguler. Voilà, je pense qu'on a vraiment deux philosophies qui s'affrontent, mais bon, c'est la centralisation. Pour l'instant, je crois qu'il est en train de prendre le pas, très clairement. Voilà. C'est plus ou moins tout ce que je voulais dire, c'est parfait, mais c'est en milieu, en fait, il faut vraiment, pour recentrer tout, le grand débat, c'est centralisation, décentralisation. Moi qui suis dans le milieu, on va dire, depuis plusieurs années, le Web3 ne peut être que décentralisé. Et en fait, quand on parle de centralisation, il faut savoir que c'est des entreprises normales. Donc elles vont avoir vos noms, vos prénoms, parfois vos adresses postales, etc. Elles vont faire un traitement classique comme le ferait une entreprise classique. Et tout le débat est de savoir si dans la décentralisation, on peut appliquer exactement les mêmes règles. Et pour moi, il y a certains domaines où c'est quand même assez difficile. Je prends juste un exemple. On parle beaucoup du règlement ICA, mais il y en a un deuxième qui est le règlement TFR, qui a été, alors pas adopté, mais révisé en même temps, parce qu'il existe depuis 2015, il me semble, pour l'adapter aux wallets. Et la règle est que les wallets décentralisés soient soumis à un KYC quand on transfère d'une plateforme centralisée vers un wallet décentralisé. Et aujourd'hui, quand vous touchez 1 000 €, c'est 1 000 €, il me semble que c'est 1 000 €. Ok, ils ont ok. Et bientôt, c'est là. Au moins 30 000. Et aujourd'hui, quand on ouvre un MetaMask, on ne collecte aucune donnée. Donc, comment on va faire pour appliquer cette règle? Aujourd'hui, techniquement, alors, on pourrait le faire, on trouvera toujours un moyen. Aujourd'hui, en 2023, MetaMask, à part une adresse IP, peut-être, ne collecte aucune donnée.
Parce que souvent, quand vous passez de l'université à ça, on est obligé de passer par l'armée décentralisée. C'est ça. Ou sinon, on est très limité par le temps, mais même si on passe par des gouvernements qui sont directement, on envoie de l'argent au compte personnel à cette banque-là et qui se le fixe derrière. Donc, jamais effectivement aussi privé. Et donc, on peut forcer les gens comme ça à aller se faire. Et donc, si on en arrive, effectivement, le principe de désorganisation, on crée besoin d'un pays qui commence à avoir une émission. Et le problème, c'est que financièrement, c'est la façon de déclencher en KYC. Si jamais un jour ces données sont mal protégées parce qu'elles sont ancrées avec moi dans les comptes de données d'État qui sont fortement protégées, bah là, on a parce que vous avez dit une fois que c'est mal caché. Exactement. Pour revenir en arrière, ça devient plus douce. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est pas parce qu'on transfère de l'argent d'une plateforme centralisée vers un wallet décentralisé qu'on est propriétaire. Aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui nous oblige à dire cette adresse-là, c'est la mienne, et je le prouve parce que. Et il y a les embouts. Oui, en France, oui. En France, oui. Il n'y a pas de loi. Juste un compte centralisé, en fait. Mais pour rebondir à ce que vous disiez, en fait, moi j'ai des clients qui sont en Amérique latine et en Afrique. Et en fait, ces questions-là de flux, c'est très facile. C'est très facile d'aller acheter de la crypto-monnaie, tout type de crypto-actifs contre de la monnaie, contre du fiat en fait, parce que ça vaut plus rien et que les gens préfèrent placer là. Et en fait, le Liban a été concerné à un moment, la Turquie a été concernée aussi. Quand la lire s'est cassée la figure. Donc en fait, on est à une crise économique pour que, je pense qu'on est à une crise économique, on peut retrouver en fait ces usages-là qui s'appelle l'OTC en fait, over the counter, où vous achetez votre crypto à votre voisin en fait. Donc je pense que c'est quelque chose, en fait pour l'instant vous l'envisagez pas parce que vous n'en avez pas encore besoin. Mais c'est une réalité économique dans énormément de pays de ce monde. Et vous vous retrouvez avec de l'argent, vous ne savez pas d'où il vient, et la crypto qui a été servie soit pour blanchir, même pas forcément, mais. Voilà. Est-ce que quelqu'un ici a une idée est-ce que vous savez où est-ce que le taux d'utilisation des cryptos est le plus important dans le monde? Une idée à peu près? Tous les pays qui sont débancarisés. Voilà. Et à l'inverse, effectivement, là, on a une législation qui se durcit. Et c'est en fait pas mieux prendre le pari, ne pas leur déclarer, garder sur une le jour où la prochaine suite. en étant, la réponse évidente, c'est non. Donc, il n'y a pas d'autre réponse, c'est on court très vite. Pour être résident suisse, apparemment. Beaucoup plus souple en Il y a aussi, si tu déclares une adresse, il y a des adresses qui ne servent pas à de la crypto. Tu vois, il y a des adresses où tu mets juste ta une adresse parce que, par exemple, vous avez acheté des places, là, pour certains avec Billy. Billy vous a créé une adresse. Et je ne pense pas que vous ayez, j'espère pour Charles et toute son équipe, mais vous n'allez pas vous mettre à utiliser l'adresse. Je ne pense pas que ce soit l'usage premier, tu vois, de dire, tiens, je vais l'utiliser pour faire du crédit tes offres. Dessus quoi. Et t'as quand même une adresse tes autres, donc tu te rends compte sans t'en rendre compte, t'as créé une adresse. Si maintenant t'as 15 000 balles d'amende, à chaque fois que tu déclares pas une adresse, tu vas vite te retrouver avec des cas où tu sais même pas que t'as une adresse et des amendes qui peuvent tomber dans tous les sens. Ouais. Non, je voulais juste rebondir tout à l'heure parce que tu as parlé de. Parce qu'on était sur le débat, le wallet pour recevoir des messages, de qui, etc. Tu as parlé de la push notification. Ouais. Et je voulais donc faire une petite parenthèse là-dessus. Pour vous prouver que quand vous êtes dans le Web3, vous développez des applications, hein, surtout il faut avoir un avocat à côté de vous. Voilà. Mais je veux dire, la push notification, contrairement à ce que vous pourriez penser, c'est pas du RGPD. Et je vais vous étonner. La push notification, c'est une réglementation iPrivacy, directive iPrivacy, protection de la vie privée dans les services de communication électronique. Et la push notification, si vous voulez, sa validité, elle est soumise à une obligation d'information
que vous pouvez recevoir des push notifications liées à des données à caractère personnel dans un service de télécommunication qui sont vos données de géolocalisation et que vous pouvez donner la possibilité à la personne à tout moment de paramétrer le refus des push notifications. Retenez bien ça. Est-ce que là où il y a la rencontre tectonique des plaques, oui, parce que souvent, on fait une appli Web3 sur une application mobile. Vous voyez, donc il y a toutes ces choses qu'il faut cumuler. Et du coup, je sais plus, j'ai été coupée dans mon raisonnement, donc ça fait rien. C'était sur la push notification. Je ne sais plus, je pense que je vous en ai dit l'essentiel. Voilà, je vous en ai dit l'essentiel. Vous voyez, c'est important. Et quand on a fait l'opposition centralisation-décentralisation, je suis tout à fait d'accord, mais une chose quand même, on se comprenne bien. Sur la décentralisation, comme par exemple, vous écrivez un smart contract. Bon, suivant que c'est un ERC20, donc, ou un ERC par exemple 721 pour un NFT, etc., les informations que vous allez coder pour qu'elles soient automatiquement exécutées dans votre smart contract vont potentiellement utiliser des données à caractère personnel. Parce que par exemple, non mais ça il faut y penser. Donc je veux dire, certes c'est décentralisé, mais la grande innovation au jour d'aujourd'hui, c'est que quand on code un smart contract, il faut bien avoir à l'idée que l'écriture du code soit compliante juridiquement avec du RGPD, de la privacy, éventuellement du e-privacy. Vous voyez, ça me paraît anodin et surtout, je m'excuse parce que vous allez dire c'est ma marotte, mais on a reparlé tout à l'heure des prises de décision automatisées. Vous voyez, alors, j'essaie d'être clair et synthétique parce que mon souci, c'est j'ai l'impression de vous faire comprendre, mais je ne voudrais pas vous embrouiller. Certes, le smart contract, on est bien d'accord, il faut donc faire très attention parce que, je dis bien en théorie, hein, mais plus qu'en théorie, une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. En théorie, c'est pour ça que je dis c'est possible parce que je vous renvoie pour les passionnés, il y a une lettre, un article de Vitalik Buterin dans Medium en 2017. Mais si vous le tapez, je ne saurais plus vous dire le texte en anglais, puis je vous éviterai mon accent déplorable, mais c'était sur l'art des compromis. Mais si vous regardez Vitalik Buterin sur Medium en 2017, bon. Et il a fait une note très intéressante sur le schisme absolu, comment dirais-je, des pro-blockchain qui avait été le hack de The DAO. Je ne parle pas des DAO, je parle de The DAO, donc l'application pure de finances décentralisées où il y avait le pro-hack. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on modifie le smart contract, qui était tout à fait contraire à l'évangélisation de tout par le code? Et parce que quand les gens disent code is law, mais ils oublient is law. Le code, c'est d'abord de la loi, j'aurais quand même vous dire. Parce que là, on est en train d'itérer, vous voyez, on a eu les belles années, tout est que du code. Hein. Et le code, il ne s'arrête pas. Et... Non, is law. Et c'est la loi là qui est en train de reprendre la main sur le code. Non, mais c'est important hein, ce que je vous dis, parce que ne faites pas l'erreur de penser que parce que c'est du smart contract ou c'est de la décentralisation, on peut tout faire et après on s'en fout. Non, pas du tout. Hein. Vous comprenez ça, je ne veux pas du tout vous faire peur, mais parce que ça se règle très bien à partir du moment où on est avec des gens compétents. Ou alors il faut habiter plus loin de la France. Oui, mais si, oui, mais c'est très important parce que si le smart contract il a des effets sur des citoyens européens et français, vous pouvez être quand même rattrapé par le droit. C'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Voilà. Voilà. Et donc, alors, je reviens, excuse-moi, parce que pour moi, c'est une idée un petit peu personnelle, donc, qui est partagée par d'autres. Je n'ai pas l'impression non plus de créer des choses, mais on va faire comprendre quelque chose. Comme le RGPD a été promulgué, normalement, il aurait dû être promulgué en même temps que la modification à la directive iPrivacy qui avait vocation à devenir la réglementation iPrivacy, donc on n'en parle pas, mais etc. Et il aurait dû aussi être promulgué en même temps que le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, alors on en parle beaucoup en ce moment avec ChatGPT. Je pense qu'on va en parler beaucoup
comment dirais-je, assez rapidement, parce que je pense quand même que ce règlement sur l'intelligence artificielle, il va sortir, je pense, en 2024, début 2025, et ça va quand même rattraper beaucoup la blockchain et rattraper beaucoup le smart contract. Parce que l'article 3 du futur règlement sur l'intelligence artificielle définit donc l'intelligence artificielle comme tout traitement logiciel avec des effets permettant de prendre des évaluations, des prédictions et des prises de décision automatisées. Moi, je m'excuse, mais c'est pas très très couru. Et c'est vrai que les puristes de la décentralisation, ils disent non, pas du tout. Mais pour moi, la décentralisation a vocation à être réglementée par le règlement européen sur l'intelligence artificielle à venir. Et il y a déjà indirectement par l'article 22 du RGPD sur les prises de décision automatisées. Je vais essayer de vous donner en synthèse très vite, parce que ce que je veux, c'est que vous ayez des petits insights pour réfléchir. Mais c'est pas pour donner forcément un cours de droit. Est-ce que j'ai le temps, je peux me lancer? J'avais une dernière question, donc vraiment rapidement. Eh bien, si vous voulez, quand vous avez une application qui prend des prises de décision automatisées parce qu'elle est codée avec le code, vous avez le paragraphe 3 de l'article 22 qui vous oblige à prendre en compte éventuellement l'atteinte à la vie privée ou l'atteinte préjudiciable aux personnes et avoir, comment dirais-je, un système pour réparer les préjudices, alors éventuellement réexpliquer, redemander, je ne peux pas aller trop loin parce que mais c'est important de penser au jour d'aujourd'hui, un smart contract qui prend des mauvaises décisions, vous pouvez quand même engager votre responsabilité. Et excusez-moi, mais ça commence à venir avec le problème de Terra Luna, etc. Ça se passe aux États-Unis, mais il y a des gens qui commencent à dire, oui, bon, effectivement, mais il aurait peut-être fallu penser que le stablecoin algorithmique, il aurait dû pensez bien quand vous êtes sur des prises de décision codées, que franchement, il faut avoir un juriste à côté de vous, c'était ce que je voulais dire. Et après, je voulais revenir sur la monétisation, mais je vais C'est juste un petit mot à dire, parce qu'on a eu un grand focus sur le droit du consommateur. Et moi, pour les clients que j'accompagne en termes d'entreprise, il y a énormément de partage de données à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur de l'Europe. Et donc, il faut savoir que vous avez des obligations quand vous envoyez la data, notamment aux États-Unis. Vous avez le temps, vous avez 5 minutes. Parfait. Mais simplement, en fait, il faut être très vigilant de où est stockée la donnée. Donc, par exemple, il y avait un prestataire en KYC qui était au Canada. Donc, la data, en fait, elle quittait. Voilà. C'était un process à Saint-Gé-Cheveux. Ça partait d'Afrique. Ça partait ensuite dans des serveurs en Allemagne, puis c'était traité au Canada, puis ça revenait sous forme de rapport, et sur la base de ce rapport qui a été compilé par le prestataire KYC, il y avait la prise de décision qui était effectuée. Donc, tout ça, il faut le mettre dans la politique de... En tout cas, je pense que vous ne pouvez pas faire, mais en tout cas, moi, je le prévois dans la politique de données personnelles, parce qu'en fait, en fonction de la nature de la donnée, puis on n'a même pas parlé des données sensibles, on a parlé des données classiques, voilà, mais on n'a pas parlé des données sensibles où on a tous les applicatifs de blockchain sur la santé qui arrivent, donc ça c'est encore un autre sujet, mais qu'effectivement, en tant qu'entreprise, être extrêmement vigilant quand vous avez des partenaires qui stockent la data que vous collectez, ne devrait pas vous collecter, parce que parfois, d'un point de vue pratique, c'est votre site internet, mais au moment de collecter la data, ça va être le pop-up du prestataire KYC qui va venir, avec son dashboard derrière, donc ce n'est pas vous qui avez la main, c'est vous qui avez accès au dashboard du prestataire, qui lui, en fait, va le renvoyer. Donc, bref. Donc, vraiment, moi, je sais quand je travaille avec les clients entreprises sur ces sujets-là, ça va prendre un papier, un stylo, on regarde où va la donnée, pour savoir, en fait, complètement, si on a une réclamation, vers qui il faut se tourner, combien de temps on est stocké, et s'assurer que les droits qui sont donnés aux Européens sont assurés de façon, aux Européens, aux utilisateurs européens, ils sont identiques à l'extérieur de l'Union européenne, sinon on ne peut pas en assurance. Finalement, ça ressemble beaucoup à un montage fiscal, cette histoire.
Là, pour le coup, vraiment être vigilant de savoir, parce qu'on a beaucoup de prestataires qui viennent apporter, par exemple, voilà, il y a, sans le nommer, mais je sais que Synapse développe une technologie où on peut KYCiser quelque part, on peut KYCiser partout. Donc en ayant fait quelque... Comment? C'est Anima. Voilà. Donc effectivement, en l'ayant fait une fois, la donnée est partagée partout. Donc quand on est au sein de l'Union européenne, pas de difficulté, mais si après ça part à l'étranger. Donc c'est voilà, grande question. Juste pour parce qu'il y en a, mais pour finir, moi je vous conseille vraiment, si vous avez des projets start-up ou des projets de développement, c'est dans le Web 2, on va dire, avec des projets un peu start-up innovants, déjà c'est déjà le cas. Mais dans le Web 3, je vois même pas comment on peut échapper à un audit du cahier des charges. Comme je dis franchement, tous les projets sérieux qu'on a eu du monde entier avec l'agence, on s'est rapproché d'un avocat en fait pour nous confirmer que juridiquement le truc tenait la route, qu'il n'y avait pas un cas qu'on n'aurait pas prévu. Parce que là, pour le coup, vous venez nous voir pour de la technique, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a des directives que moi je ne connais pas en termes d'articles, et c'est tellement vaste chacun son secteur. Et c'est là où on est sur ce secteur-là, ça prend en fait le seul de ma vie, où on a besoin autant de travailler les uns avec les autres. Un projet, je ne me verrais pas conseiller un client en lui disant ok, tu fais ton cahier des charges, je te fais un chiffrage, puis pour le côté juridique, t'inquiète, tu me feras des évols en plus. Non, nous on conseille systématiquement de mettre un budget dans le juridique en même temps que dans le développement. Comme ça évitera des grosses surprises quelques mois plus tard, ou même des fois dès le lancement, voire même des projets qui sont directement illégaux. Et en final, vous développez tous les coûts de développement. Votre prestataire, là pour le coup, ce sera un litige qui a raison, qui a tort, ça durerait des années pour savoir qui a fait quoi. Mais globalement, vous auriez pu, en mettant 1000, 2000, 3000 euros en quelques jours de consultation, épurer toute la problématique en fait. Et c'était terminé, on passe à autre chose et on se focus le projet sur du développement, sur la com, sur tout ce qui est fait dans les règles de l'art et avec un cadre fait par. Alors, juste, je suis désolé, moi, peu en même temps. Ça va être trop tard. C'est dommage. Je comprends, mais non, c'est pas possible, je suis désolé. J'ai une dernière question pour Benjamin. Du coup, la dernière question que j'ai pour toi, c'est, on a vu toujours, là, depuis le début, depuis qu'on a commencé à parler, merci d'ailleurs pour votre présence à vous tous. On a vu que le RGPD s'appliquait du coup à la blockchain. Comment est-ce que ce RGPD pouvait s'appliquer, dans quel contexte, avec quelles données, avec quel prestataire, etc. Mais on n'a pas vu l'inverse. Comment est-ce que la blockchain peut être vecteur d'application pour le RGPD et d'un point de vue dans nos entreprises, justement, c'est ça qui est intéressant par ton poste, comment est-ce que la blockchain finalement ne serait pas l'outil parfait entre guillemets pour implémenter déjà le RGPD de façon concrète? Bonne question. Je dirais oui et non. Je commence par le non, parce que la première base, c'est le règlement. Donc, que ce soit blockchain ou autre, il faudra respecter un règlement et la technique ne pourra pas améliorer le processus. Par contre, et là, on revient sur le débat entre centralisation et décentralisation, et c'est plus concernant les utilisateurs que les entreprises. Pour le coup, je ne sais pas si ça répondra exactement, mais dans la décentralisation pure et dans les rêves et l'utopie, on va dire, de la blockchain et du Web3 décentralisé, et ça peut quand même impliquer les entreprises, l'utilisateur reprend ses droits sur ses données personnelles. Donc, en théorie, dans l'utopie, une entreprise ne peut plus exploiter les données des utilisateurs à son profit. Et c'est les utilisateurs qui doivent autoriser, en fait, les entreprises à exploiter les données, quitte à les rémunérer. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui parce que c'est interdit, officiellement. Et, parce que, en fait, je suis pas sûr de ce que je dis. J'étais privé de remarques. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment une proposition. Après, c'est pas juridiquement. Non, mais je suis pas d'accord, mais je voulais compléter. D'accord. Et, mais c'est possible. Mais voilà, aujourd'hui, on pourrait arriver là. Aujourd'hui, on n'y est pas. Mais en tout cas, répondre indirectement à ta question, c'est plus le droit des utilisateurs pour, voilà. Et une toute dernière remarque, donc
merci à Sébastien pour la table ronde et pour cette organisation. J'ai juste un petit teasing à faire. Il y a mon ami Arnaud Touati qui intervient tout à l'heure à 13h45 et on lance un petit projet ensemble qui mettra en lien tout ce qui est le Web3, l'intelligence artificielle et un règlement européen bien connu qui vient d'être voté la semaine dernière au Parlement. Donc, il vous dévoilera le projet lors de sa conférence et son intervention. En tout cas, si vous avez des questions et que vous voulez continuer le débat, on sera là dans la suite. Voilà. Et autour de la question. Merci à vous. Merci.